Mon nom est Richard Gagnon. Je suis le professeur de trompette, dans le programme Pop Jazz du Cégep de Rimouski. Je suis très heureux de pouvoir faire ce genre de choses-là. C'est certain que l'idée de faire un programme externe était quelque chose de très excitant pour nous et finalement, ça commence à prendre forme tout doucement. Je vais aller tout de suite sur le vif du sujet. Je m'adresse d'abord, évidemment, aux professeurs qui commencent à enseigner aux étudiants, ceux qui n'auront jamais touché un instrument, donc ceux qui sont en secondaire 1. Et ce que je vais faire en premier lieu, c'est que je vais d'abord vous parler ce que je considère les 7 éléments de base pour jouer de la trompette, ou en tout cas pour bien jouer de la trompette. OK? Quand je dis les 7 éléments de base, je vais vous expliquer les éléments un par un, mais c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas 56 façons de jouer de la trompette. OK? Il y a une façon de jouer de la trompette. OK? C'est un peu comme... c'est immuable, ça fait partie de la nature. OK? Quand on met les éléments ensemble, en principe, ça marche bien. Il n'y a pas 56 façons, il y a une façon de jouer la trompette, mais souvent, il y a 56 façons de l'expliquer, par exemple. Mais pour ce qui est de jouer la trompette, il y a une seule façon et ce que je vais faire maintenant, c'est de vous montrer les choses qui sont importantes. Dans les 7 éléments de base, d'abord, la première chose, là, je ne vous montre pas ça aussi en ordre. OK? Il n'y a pas d'ordre de priorité quand on parle des 7 éléments de base. OK? Il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, mais il n'y a pas d'ordre de priorité. Premier élément de base, comment on tient la trompette? Ça a l'air peut-être un peu simplet de dire ça, mais c'est très important, parce que ça explique beaucoup de choses par la suite. Donc, pour tenir la trompette, d'abord, elle se tient dans la main gauche. D'accord? Vous voyez ma main gauche, la manière qu'elle soutient la trompette. C'est sûr que le petit doigt ici, il y en a qui sont jeunes, ils ont des petites mains. Ils vont sentir peut-être un inconfort au début, mais regardez, avec le temps, je me suis fait un petit muscle sur le petit doigt, donc après ça, on ne sent plus rien, c'est comme n'importe quoi. Donc, c'est la façon de tenir la trompette. Surtout pour ceux qui ont un anneau, d'insérer le 3e doigt de la main dans la trompette. Parce que dans le fond, l'index permet à ce moment-là de pouvoir pousser ou sortir la coulisse de la trompette. Je sais qu'au secondaire, très souvent, cette coulisse-là, parce qu'on le sait que la trompette, il y a des notes qui sont naturellement pas justes, dont le Ré grave et le Do dièse grave. Mais c'est sûr qu'on n'entretient pas toujours les instruments d'une façon constante tout le long d'une année. Et cette coulisse-là, des fois, on l'utilise presque pas. OK? Mais c'est une façon que si le jeune, un jour, utilise une trompette qui va pouvoir utiliser ça, bien, au moins, il y aura déjà la bonne position. OK? Et la main gauche tient fermement la trompette. OK? Parce qu'il faut savoir que l'autre main, qui est très utile aussi, la main droite et qui est le 2e élément de base de la trompette, elle ne devra surtout pas soutenir la trompette comme la main gauche. Au contraire, elle doit être complètement détendue et libre. OK? Je m'explique. Une façon peut-être de le montrer à vos jeunes, une façon de comment amener la main droite vers les pistons, parce qu'on en voit beaucoup qui rentrent le pouce, qui rentrent le petit doigt dans l'anneau, puis là, ils jouent comme ça, ou ils jouent les doigts pliés comme ça. OK? Mais c'est, comment dirais-je, pour aller chercher une dextérité plus tard, c'est surtout pas la bonne façon. OK? Je m'explique. La main droite, c'est un peu comme tenir la main. Quand on est détendu, puis on tient la main comme ça, très relax. Regardez, les doigts ne sont pas totalement droits comme ça, puis ne sont pas totalement fermés comme ça. Quand ils sont détendus, ils sont comme arqués comme ça. Vous voyez? Et là, ce que j'imagine que j'ai une balle de tennis dans les mains et que j'approche ma main vers les pistons. Voyez-vous? Là, ma main, elle est complètement détendue. OK? Il ne faut surtout pas rentrer le pouce ici. OK? Parce que justement, c'est ça qui occasionne justement des jeunes qui vont jouer avec les doigts comme ça ou comme ça. OK? Pour éviter de rentrer le pouce, je fais comme si mon pouce servait de cadenas et je l'emprise entre le premier et le 2e piston.
comme ça, bien, bien droit, comme ça. Et mon effet de balle, en faisant ça comme ça, bien là, le bout des doigts arrive devant les pistons. OK? Et comme vous avez pu remarquer, l'anneau, ce que je fais, l'anneau, je mets mon petit doigt par-dessus. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert, le crochet ici, le doigt? On s'en sert parfois pour... des fois, on n'a pas le choix, quand on est trompettiste, de se servir de la main droite pour jouer de la trompette. Et l'anneau nous sert de crochet, surtout quand on utilise une sourdine pour faire du wah-wah en jazz ou des choses comme ça, ou simplement pour ramasser une sourdine des fois, pour la sortir ou la rentrer, parce que des fois, on a quelques instants pour jouer. Et là, le crochet nous sert bien, il nous sert de support pour la trompette. En dehors du temps, j'aime bien que le petit doigt soit sur le dessus. Ça va arriver, bien sûr, que les jeunes vont instinctivement amener le petit doigt. L'autre raison pourquoi c'est préférable d'avoir le petit doigt sorti, c'est parce que le troisième doigt, il est relié directement avec le petit doigt. D'accord? Et quand on met le petit doigt dans l'anneau, le travail du troisième doigt, qui est le doigt le plus faible de la main, il est beaucoup restreint. OK? Donc, quand tu vas aller chercher, comme vous voyez, là, quand je pèse avec mon troisième doigt, regardez le petit doigt, comment est-ce qu'il bouge en même temps. Et à ce moment-là, bon, on le sent qu'il est prisonnier. Tandis que quand je le sors, vous voyez comme le troisième doigt, il travaille beaucoup plus librement. Puis, le petit doigt suit le mouvement du troisième doigt. OK? Donc, de cette manière, surtout que c'est le doigt le plus faible, le jeune va apprendre très rapidement à mieux utiliser le troisième doigt. OK? Donc, ça, c'est une chose. Après ça, il faut éviter d'écraser les doigts. Hein? Il faut toujours qu'il y ait les doigts aient le côté arqué et qu'ils restent arqués comme ça. Donc, que les doigts restent quand même assez fermes. On ne pèse pas sur le paume des doigts, on pèse juste entre l'ongle et le doigt, là où il y a la partie la plus dure. OK? Ce qui fait que quand on pèse, parce qu'il faut demander des fois aux jeunes d'appuyer très fermement. OK? Donc, c'est très important. Juste un exemple, vous voyez comment est-ce que... Voyez-vous comment j'ai une dextérité. Si je mets le petit doigt, je sens un inconfort, vous voyez? Donc, s'habituer à faire ça. Mais surtout, en tout cas, ce qui est important pour récapituler, c'est la main gauche qui tient la trompette et la main droite doit être libre de tout mouvement. OK? Ça évite aussi quand on met des fois, souvent, les jeunes, ils vont avoir tendance à vouloir écraser la trompette sur leurs lèvres. Et l'effet de la main droite avec la main gauche crée ce genre de situation-là aussi. D'accord? Donc, je vous ai donné 2 éléments de base de la trompette, qui sont de tenir la trompette et la position de la main droite. Maintenant, je vais vous parler des lèvres. OK? Les lèvres, la vibration des lèvres. J'entends toutes sortes d'affaires par rapport à la vibration des lèvres. Entre autres, il y avait bien des professeurs qui expliquent de mettre les 2 lèvres ensemble puis de faire pfff, OK? Ou aussi, quand vient le temps de monter dans l'aigu, hein, de sourire, des choses comme ça. J'entends des choses qui sont un peu farfelues. Puis c'est parce que c'est juste des manques d'informations. D'abord, pour les lèvres, il faut savoir une chose. Les lèvres sont là pour une seule et unique raison, c'est de vibrer. OK? Autant une clarinette, c'est une ange qui vibre, OK? Mais les lèvres d'une trompettiste, c'est ça qui vibre, OK? Quand un joueur de clarinette fait vibrer son ange, après ça, c'est pas l'ange qui fait tout le travail. Lui, son rôle, c'est simplement de vibrer. Bien, nous autres, c'est pareil. Les lèvres, vous allez voir, son rôle est uniquement de vibrer. OK? Il ne doit pas changer les hauteurs de notes, quoi que ce soit. Je vais vous expliquer pourquoi, comment est-ce qu'on fait pour changer les hauteurs de notes. Donc, les lèvres sont là simplement pour vibrer. Et en général, une des bonnes positions, la meilleure position des lèvres à l'embouchure, c'est à peu près 2/3 de la lèvre supérieure versus 1/3 de la lèvre inférieure. D'accord? Et là, à ce moment-là, il faut avoir la bouche complètement fermée. OK? Et là, l'idée, c'est de mettre les lèvres aux 2/3 et 1/3 de l'embouchure. OK? Ça, c'est une chose. Je vous disais que les lèvres
sont là pour vibrer seulement. Mais comment est-ce qu'on fait pour faire vibrer les lèvres? Oui, c'est mettre les lèvres ensemble, mais c'est surtout pas des pincées. C'est la pire chose à faire. Ce qui va faire que les lèvres vont vibrer, je vous parle du 4e élément, et c'est un élément qui est extrêmement important parmi tous les éléments, c'est le souffle. Et non seulement le souffle, mais je vais vous parler de la force du souffle. OK? Donc, c'est par la force du souffle, donc la projection du souffle vers l'avant, à travers l'instrument, qui va faire que les lèvres se mettent à vibrer et pas autrement. Un exemple. Je vais juste souffler, simplement souffler. OK? Il n'y a pas de pinçage de lèvres, mais je vais mettre mes lèvres ensemble, mais sans pincer, et je vais approcher mon embouchure en même temps que je vais souffler. Comme vous voyez, juste par la force du souffle, mes lèvres se mettent à vibrer. Ce qui fait que quand j'amène ma trompette et que je fais la même chose, voyez-vous? Donc, juste par la force du souffle, les lèvres se mettent à vibrer naturellement. OK? Comme un ange, quand on souffle dans un bec de clarinette, bien, la force du souffle fait que l'ange se met à vibrer à ce moment-là. D'accord? Maintenant, ça va être important qu'on va faire des exemples tantôt, de pratiquer des sons comme ça, de... Et demander de demander à l'étudiant de ressentir, hein, je vais vous parler souvent du mot ressentir, que le souffle est projeté à travers l'instrument. Pas dans l'instrument, mais à travers. Donc, le projeter vers l'avant. D'accord? Puis ça, on va le faire avec des sons qu'on appelle les sons filés, que vous avez évidemment entendu parler. OK? Donc, c'est une chose. Maintenant, vous allez me dire maintenant, ouais, mais comment est-ce qu'on fait les hauteurs de notes? Comment est-ce qu'on change les hauteurs de notes? On m'a toujours entendu dire qu'il faut pincer les lèvres, monter en haut, puis relaxer dans le grave. Il n'y a rien de plus faux. OK? Ce qui va faire qu'un son va changer, c'est avec le 5e élément que je vais vous parler, qui est la langue. OK? La langue joue un rôle extrêmement important dans non seulement la direction du souffle, OK, mais aussi pour changer les hauteurs de notes. OK? Le jeune, quand il va souffler, pour aller chercher dans les sons aigus, il va faire la syllabe I, et quand il va faire des sons graves, il va faire la syllabe A. OK? Un peu comme je vais vous expliquer, si je vais dans l'aigu, donc je fais la syllabe I avec la langue, puis si je veux faire des sons graves, je vais faire la syllabe A. OK? Et tout l'embouchure ou mes lèvres restent sur la même position. OK? C'est bien entendu que si je vais aller dans les sons aigus, il faut que je mette plus de force de souffle. OK? Ça sera important d'ailleurs, tenez pas trop compte, s'il vous plaît, de contrôler, parce que ça, c'est un élément qu'on apprend aussi, c'est le 6e élément, de contrôler le son de la trompette au début. Essayez de ne pas trop mettre d'emphase là-dessus, mais surtout mettre l'emphase de ressentir que le jeune, il souffle dans son instrument, OK? Puis qui est détendu, pas détendu, mais ce que je veux dire, c'est que l'air passe bien, OK? Je vais vous parler ici de colonne d'air, ici, là. Et ça va être important que quand le jeune il souffle, qu'il est dégagé de tout obstacle, de serrer la gorge ou quoi que ce soit, pour que justement qu'il puisse souffler librement à travers l'instrument. OK? Donc, pour la langue, comme je le disais, pour faire I et A, là, le meilleur exemple que vous pourriez montrer à vos jeunes, c'est un peu comme quand ils sifflent.
Hein? Tu n'es pas obligé d'être un grand siffleur pour ressentir l'effet de siffler. Mais quand vous faites... Si vous remarquez, qu'est-ce qui fait que les sons, que vous modifiez les hauteurs de son, c'est le mouvement de la langue que vous faites dans votre bouche quand vous sifflez. Et vous remarquez, quand la langue fait « i » pour aller chercher les sons aigus en sifflant, ça fait « i », mais en avançant vers la bouche, alors que « a », ça recule comme ça. OK? Et c'est ça, c'était quelque chose que vous pouvez expérimenter avec vos étudiants, OK? Pour qu'ils puissent ressentir ça. Donc, quand on joue la trompette, c'est la même chose. OK? Donc, quand je vais, si, mettons, je fais la gamme de sol, ben, c'est comme si ma langue a fait ta, 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 puis ma langue a arc en avançant comme ça, i, ta, 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 puis elle revient plate en descendant. OK? Donc, c'est un mouvement qui est perpétuel de la langue. Je pourrais même dire que chaque note contient son niveau de langue. OK? Des fois, nous autres, les trompettistes, on est condamnés à entendre les notes qu'on joue parce qu'on a juste 3 pistons. Bien, souvent, quand on ne les entend pas, mais on le sait que quand on joue telle note, c'est à peu près, on met notre langue à peu près comme ça. Hein? Avec le temps, là, on sait à peu près là, où c'est qu'on place notre langue. Et donc, sans même entendre la note, on peut presque tomber sur la bonne note juste par, justement, le guide de notre niveau de langue. OK? Donc, voilà. Puis après ça, ah oui, et le dernier élément, évidemment, vous voyez, quand on souffle dans la trompette, ça prend des muscles pour soutenir ça. Hein? Les muscles du visage, qu'on appelle les muscles faciaux, qui sont très importants quand on joue d'un instrument comme la trompette. OK? Je m'explique. Si je ne me sers pas de musculature du visage et je veux souffler vers l'avant, puis là, je relâche complètement la musculature du visage, ça va faire... Vous voyez? Donc, je n'ai pas de contrôle. Si je veux diriger mon air vers l'embouchure, donc vers la trompette, je dois utiliser les muscles de mon visage pour diriger mon air. Comme vous voyez, je me sers de la musculature du visage. Ça m'amène souvent, justement, on entend parler des professeurs qui disent à leurs élèves, quand vous voulez monter dans l'aigu, souriez. Bien, imaginez de sourire puis essayez de contrôler. Si je souris comme ça, puis je veux faire vibrer mes lèvres, vous voyez, ça ne vibre pas beaucoup. Mais si, comme je le disais tantôt, prendre la musculature du visage et le concentrer pour concentrer l'air, bien, quand je veux le faire vibrer, vous voyez comment les lèvres vibrent beaucoup plus facilement. Et l'autre affaire, c'est les hauteurs, c'est la langue qui dirige les hauteurs de notes. Donc, à ce moment-là, c'est encore toujours la langue. Et c'est la musculature du visage qui dirige l'air. OK? Donc, récapitulation. Les 7 éléments de base pour jouer la trompette. La main gauche qui tient fermement la trompette. La main droite qui doit être détendue et qui doit avoir les doigts le plus détendus, donc légèrement arqués pour jouer. Et le pouce qui sert de cadenas entre le premier et le deuxième piston pour éviter que le jeune rentre la main complètement à l'intérieur des pistons. Après ça, troisième élément, les lèvres, vibration des lèvres. C'est son seul rôle. Quatrièmement, la force du souffle. Je vous dirais que la force du souffle, faites des exercices un peu avec les gens, simplement justement en faisant remplir les poumons, la respiration. Hein? La respiration, là, il n'y a rien de plus naturel. C'est simplement de remplir les poumons avec la bouche. On ne respire jamais avec le nez. OK? Et surtout, un coup que les poumons sont remplis, il n'y a plus de place ailleurs pour l'air. Quand ils sont remplis, les poumons, de toute façon, il y a une cage thoracique, ils sont prisonniers de ça.
Donc, ils ne peuvent pas en mettre plus, même s'il y a une certaine élasticité des poumons. À un moment donné, la cage lui donne une limite. Donc, de simplement... OK? De simplement respirer normalement. Fait que quand tu joues... Puis quand on veut expirer, c'est simplement de la projeter l'air. Et vous voyez, quand j'expire l'air, j'y vais avec fermeté. Ça ne donne rien de faire... Parce que ce n'est pas ça qu'on fait quand on joue la trompette. Il faut la projeter l'air. Il faut le faire avec une grande conviction. OK? Puis, ce que je veux dire par là, c'est que quand je vous parlais tout à l'heure, il faut que le jeune souffle dans son instrument. Il ne faut pas qu'il y ait de retenue. Il faut qu'il souffle dedans. Parce qu'après ça, la force du souffle est très importante de développer ça. Parce qu'après ça, quand la force du souffle, il va sentir qu'il peut souffler et souffler, là, vous allez pouvoir lui apprendre à contrôler son souffle. Mais si vous lui demandez de contrôler avant de souffler, c'est là qu'il pogne des mauvais plis, comme de retenir l'air, des choses comme ça. OK? Fait que ça, c'est la force du souffle. OK? J'ai parlé de la langue. Le contrôle du souffle est le 5e élément. Mais je vous dirais que c'est peut-être l'élément, quand on commence au secondaire, qu'il faut tenir compte le moins au départ. Laissez-les souffler. Il faut qu'ils soufflent. OK? Même si ça sera peut-être désagréable pour vous à entendre, mais il faut qu'ils apprennent à souffler. OK? Puis qu'ils apprennent à souffler librement. OK? Ensuite, le 6e élément, la musculature du visage qui joue un rôle dans la direction qu'on doit donner à l'air et le soutien de l'air qu'on souffle. Et finalement, force du souffle, la langue, le contrôle du souffle, les doigts de la main gauche, les muscles faciaux et les lèvres. Donc, vous avez ici les 7 éléments de pouvoir bien jouer de la trompette. OK? Évidemment, chaque école secondaire a une méthode élémentaire pour commencer avec les jeunes. OK? Il y en a plusieurs méthodes. Elles sont toutes relativement bonnes une que l'autre. Moi, je vais utiliser aujourd'hui la méthode élémentaire de Rubenck, OK? Qui est une méthode, là, somme toute, là, très, très valable pour commencer à souffler des sons et à développer une sonorité et tout ça. OK? Fait que, évidemment, quand on commence avec les jeunes, on leur montre tranquillement à souffler des sons et tout ça. Vous avez dans les premières pages la page des sons filés. Et évidemment, j'aime bien prendre la leçon 1 et tout simplement, souvent la première note qu'on fait jouer aux jeunes, justement, c'est le sol, comme dans la 2e ligne de la portée, qui est vraiment le sol, là. Ça ne demande pas un effort plus qu'il faut et tout ça. Et ça lui permet justement de bien ressentir le souffle qui passe à travers l'instrument. Fait que dans ce type d'exercice-là, c'est de donner des 4 temps sur une ronde. Donc, c'est une ronde, la note sol, avec une mesure de silence. OK? C'est sûr que vous autres, vous allez être là devant l'orchestre, puis vous allez battre la mesure. Sinon, je ne le dirai jamais assez. Et là, ça va être important que le jeune, s'il fait des exercices plus individuels, c'est certain que, bon, vous n'avez pas 56 métronomes dans des écoles nécessairement, mais c'est toujours préférable d'utiliser le métronome pour, justement, travailler ce genre de choses-là. Tout de suite, on habitue le jeune à ressentir une pulsation dans les exercices qu'ils vont faire. Donc, comme je le disais, c'est sûr que vous faites souvent des choses en groupe, donc ça pose pas de problème. Mais à ce moment-là, sinon, s'il y a du travail individuel que le jeune veut faire, bien, c'est toujours préférable d'avoir un métronome. OK? Donc, je viens de faire la note sol, et comme vous avez constaté, à chaque fois, j'attaque avec la langue.
OK? Ça m'amène à comment on articule dans la bouche. OK? Encore une fois, quand on parle de ce genre de choses-là, souvent, on essaie de trouver 50 façons un peu bizarroïdes de présenter la situation, alors qu'il n'y a rien de plus simple. Je vous parlais de la respiration tantôt, qui est simplement de remplir ses poumons, OK? Et de la faire sortir avec force vers l'avant. Pour ce qui est du coup de langue, bien, c'est pas bien compliqué. Regardez, quand on fait la syllabe ta, 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 toti, totu, quand on parle, bien, vous voyez que la langue se dépose, si vous voulez, là, dans la jonction des dents et des gencives en haut. Ta, 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 ta. Bien, c'est pas bien compliqué. Le jeune doit articuler exactement là. On n'articule jamais dans l'embouchure, toujours au-dessus. OK? Il y a d'autres méthodes aussi, mais c'est celle-là qui est la plus importante. OK? Et ce n'est pas le bout des lèvres nécessairement qui va attaquer. C'est juste sur le dessus de la lèvre. J'ai dit les lèvres, de la langue. Ce n'est pas le bout de la langue qui attaque, mais juste sur le dessus. Comme quand on prononce ta, 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 ta. Vous voyez que c'est vraiment juste au-dessus du bout de la langue que les attaques se font. Pour montrer un jeune, encore une fois, l'exemple que je montre souvent, c'est simplement quand on veut enlever quelque chose que vous avez sur le bout de la langue. Là. Bon, c'est la même chose. OK? Puis la langue, en attaquant, ça dirige l'air à ce moment-là. Déjà, on montre aux jeunes comment diriger l'air avec la langue. Donc, je répète le sol. Même, je vais mettre le métronome. Voyez-vous, je le mets à peu près à 72. 1, 2, 3. Vous voyez, j'y vais avec fermeté. Et ce sera important aussi, quand vous faites ça avec vos jeunes, de faire ressentir que la respiration fait partie intégrante du rythme de l'exercice que vous allez jouer. OK? Donc, quand vous respirez, 1, 2, 3, OK? Vous l'insérez, la respiration, à l'intérieur du rythme, à l'intérieur de la pulsation. OK? Ce sera important vérifier les jeunes qu'ils le fassent le plus naturellement possible. OK? Qu'ils ne fassent pas un peu de travers et tout ça. OK? Donc, l'important, c'est d'essayer de faire jouer les jeunes le plus possible les notes. Les notes de sol jusqu'à la, comme si je prends le deuxième numéro du Rubank, là, cette fois-ci, on peut faire la note la. OK? Fait que ça, c'est le faire, donc, une note sur une ronde, une mesure de silence. Ça lui permet aussi de pouvoir respirer. Après ça, vous pouvez enchaîner les deux notes. Sol, la, et on revient au sol. Bien entendu, moi, je suis capable de le faire sur 3 mesures sur le même souffle. Quand les jeunes commencent, ils vont sûrement respirer après chaque note. C'est normal, OK? Ils découvrent leur souffle, puis au début, le souffle est très, très court. Mais à mesure que le jeune va s'habituer à souffler, sa capacité d'air va tranquillement augmenter, OK? Fait qu'après ça, donc, vous pouvez aller du sol, aller jusqu'au do, OK? Donc, d'essayer d'apprendre toutes les notes
si vous voulez, de la gamme de Do, OK? Dans le registre de la trompette, donc du Do troisième espace au Do grave, qui est la dernière ligne inférieure, OK? C'est pas mal là que les jeunes, à ce moment-là, tranquillement, s'habituent à apprendre les doigtés et tout ça, OK? Puis tout ça en faisant des exercices de son filet. Vous pouvez aussi, à partir de ces notes-là, évidemment, comme vous le savez, bon, il y en a qui ont une façon aussi de leur apprendre le rythme. Ils l'ont déjà appris au primaire, mais c'est toujours une récapitulation pour les blanches, pour les noirs et tout ça. OK? Fait que, par exemple, dans un autre exercice, après ça, c'est d'enchaîner sur le même souffle, de faire des blanches. OK? Donc, de toujours, à partir du même souffle, de simplement détacher le coup de langue. Et ainsi de suite. OK? Après ça, ça peut être avec des noirs. Là, je vous présente des exemples à partir de la note sol, mais évidemment, selon les exercices et selon les méthodes que vous allez utiliser, bien, tranquillement, vous changez, évidemment, les hauteurs de notes. OK? Puis toujours d'essayer de, justement, ça sera important de toujours parler aux jeunes. Hein? Quand ils ont de la misère à sortir les notes, de leur rappeler, attention de faire la syllabe I pour les notes aiguës, puis la syllabe A pour les sons graves. Toujours rappeler ça pour les trompettes et pour les cuivres en général, je dirais. OK? Puis quand on fait I, de bien, pour leur faire ressentir, toujours leur rappeler, vous voyez, vous vous souvenez quand vous sifflez, vous avancez la langue quand vous faites I, bien, ça va être important de leur rappeler régulièrement aussi, pour qu'ils ressentent, parce qu'ils ne peuvent pas l'avoir, la langue, évidemment, quand ils jouent, donc d'essayer de le ressentir. OK? Donc, des sons filés, des exercices de noir. Vous pouvez aussi, évidemment, vous allez aussi apprendre les croches. Et là, ça sera toujours important de, quand vous faites ce genre d'exercice-là, surtout quand on tombe dans les noirs et les croches, qu'il n'y ait pas de coupure de son entre les notes. Que le souffle soit constant, que le son soit constant et que le jeune apprenne à détacher sa langue en faisant les coups de langue qui détachent en même temps. Ta, 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 mais que le souffle soit toujours constant. OK? Maintenant, une autre affaire, c'est sûr que quand on parle du programme de jazz pop, l'idée, un jour, quand ils vont avancer au niveau du secondaire, l'idée de faire du jazz, oui, c'est au niveau des articulations, au niveau de comment apprendre à interpréter le jazz, mais il y a la partie improvisation aussi que les jeunes vont devoir expérimenter. Et quand on parle d'improvisation, on parle de gamme, on parle de... qu'il faut qu'ils apprennent à justement se souvenir. Hein? C'est beaucoup de... Pour improviser, c'est beaucoup de mémoire visuelle et auditif. Et pour pouvoir apprendre à improviser, il faut savoir avec quoi qu'on improvise. OK? Et on sait tous qu'à un moment donné, tout ce qui est travail, si vous voulez, quand on joue des pièces ou quoi que ce soit, il y a toujours une tonalité liée à la pièce qu'on joue. Et c'est important que le jeune puisse commencer à comprendre quand il voit un... Parce que je trouve trop souvent, les professeurs négligent ça, c'est de leur montrer au niveau harmonique que vous êtes dans telle tonalité. Quand ils sont en Fa majeur, de leur expliquer le pourquoi de le Fa majeur, parce qu'on a un Si bémol à l'armure. OK? Puis de leur expliquer aussi, c'est des petits... quand on parle de passage un peu plus théorique, je trouve que ça, c'est négligé. Les jeunes jouent des pièces, jouent des morceaux, c'est formidable,
mais en même temps, ils n'ont aucune idée dans quelle tonalité ils vont nécessairement jouer. Ils vont juste voir qu'il y a un bémol à l'armure, mais c'est tout. Quand je lui dis, ouais, mais dans quelle tonalité tu joues, je ne le sais pas. Fait que ça, c'est un manque que je trouve. Donc, ça va être important de mettre de l'emphase là-dessus. Donc, pour les premières gammes, quand on commence au secondaire 1, évidemment, la première gamme qu'on devra apprendre, évidemment, de toute façon, c'est ce que vous apprenez quand vous commencez, c'est la gamme de Do. Et je vous dirais que pour les jeunes, ils peuvent la pratiquer d'une manière comme ça. OK? Ça, c'est une autre méthode. OK? Moi, j'enseigne aussi, je donne des ateliers de trompette à l'école polyvalente de Paul Hubert ici à Rimouski. Et les autres, ils utilisent cette méthode-là. Et ce qui est bien avec cette méthode-là, c'est qu'à la fin de la méthode, vous avez toutes les gammes majeures, OK, avec la gamme chromatique. Et donc, ça peut être des pages que les jeunes pourront consulter pour tranquillement se familiariser avec les gammes. Comme vous pouvez le voir, si je prenais... Là, j'ai interprété la gamme... On le voit bien? On a interprété la gamme de Do. Donc, j'ai fait ça en croche avec l'arpège à la toute fin. Parce que c'est important aussi d'apprendre les arpèges, parce que ça va être encore très utile pour le jazz plus tard. OK? Fait que vous commencez avec la gamme de Do. OK? Ce serait bon aussi de leur... Moi, je pense qu'en secondaire 1, s'ils pouvaient apprendre 3 gammes, donc la gamme de Do, et le premier bémol, la gamme de Fa, et un dièse, la gamme de Sol. OK? Évidemment, quand on parle de la gamme de Fa, ça veut dire se rendre quand même jusqu'à la note Fa. Pour certains, c'est pas toujours évident de se rendre jusqu'à cette note-là, mais... Mais vous savez, l'important, c'est qu'au moins, ils savent que quand ils font la gamme de Fa, ils ont un bémol à l'armure. OK? Ça sera important aussi de leur expliquer déjà théoriquement comment le cycle des bémols et le cycle des dièses fonctionnent. Hein? Le fameux similare sol do fa et fa do sol ré, la mi si pour les dièses. OK? Pour que déjà, là, les formules commencent à s'intégrer à l'intérieur d'eux autres. Très important. Et l'autre gamme, évidemment, la gamme de sol. Encore là, c'est une question de registre, c'est pas toujours évident. Mais ça peut être une façon aussi d'apprendre les notes graves. Surtout quand on va dans les sons graves. OK? Des fois, les jeunes peuvent avoir de la misère à aller dans les sons graves. Un petit truc en passant, c'est simplement de les faire souffler vers le grave. Le Fa dièse, qui est la dernière note de l'instrument. Puis juste de les faire souffler sans attaquer. Puis après ça, quand ils vont bien chercher la note, les faire attaquer à ce moment-là. Fait que tranquillement, ils trouvent leur niveau de langue pour les sons graves, parce que c'est pas toujours évident. Surtout leur faire prendre conscience qu'il ne faut pas trop qu'ils relâchent la musculature du visage quand ils jouent. Sans ça, c'est plus difficile de faire sortir la note. Puis de leur dire, de leur spécifier, là, il faut vraiment que votre langue soit aplatie dans le fond de la bouche, très A. Ta, 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 ta. OK? Quasiment le menton décroche quand on fait ça. OK? Ça sera important, ça. Donc, voilà pour les gammes. Et je vous dirais que tranquillement aussi, c'est une façon d'apprendre les notes, la gamme chromatique, hein? De le faire à partir du Do grave au Do aigu.
Hein? Plus vite qu'ils vont apprendre à prendre toutes les altérations de ces notes-là, plus vite, à ce moment-là, ils vont se familiariser avec la tessiture de leur instrument à ce moment-là. Donc, après ça, bien, pour familiariser tout doucement le jeune à l'approche du jazz, évidemment, c'est de leur faire ressentir comment est-ce qu'on swing des notes en jazz. OK? Moi, j'utilise, malheureusement, je ne l'ai pas avec moi, mais on a une méthode qui s'appelle, c'est des études progressives pour trompette en jazz. C'est l'auteur, il s'appelle James Ray, R-A-E, Ray. Et ça, c'est la méthode que j'utilise régulièrement pour commencer à faire jouer le jazz aux jeunes. Et je pense que les premières choses que vous devriez d'abord leur faire ressentir, c'est comment articuler des notes, des croches jazz. OK? Comme vous le savez, si on va faire des croches en classique, on va faire... Hein? C'est simplement deux croches très, très égales. Deux croches, deux croches. Et comme vous pouvez le constater, je fais du legato, des sons très, très longs. Pour le jazz maintenant, quand on voit deux croches régulières, puis qu'on veut les faire swinger, à ce moment-là, ces deux croches-là deviennent noir, croche, triolet. OK? Donc, c'est construit sur un triolet de croches, mais on prend les deux premières croches du triolet qu'on attache ensemble et la troisième croche du triolet. Et là, la façon de faire travailler le swing du jeune, c'est que chaque note soit toujours la pleine valeur de note, mais de leur faire ressentir qu'ils doivent faire noir, croche, triolet, comme c'est expliqué dans la méthode que je viens de vous mentionner. Comme vous voyez, mes notes sont toujours pleines valeur. J'entends souvent les jeunes swinguer comme ça. Ce qui est la pire chose à faire. Il faut vraiment que même la croche, même si en partie sa valeur est plus courte, elle doit être longue, c'est-à-dire pleine valeur. Donc, vous allez voir dans la méthode de James Ray, tranquillement, vous pouvez commencer à familiariser le jeune à swinguer. Je sais qu'il y a le numéro 1 qui fait... Donc, vous voyez, c'est des exercices très, très simples que les jeunes peuvent faire très facilement, mais tranquillement, ils s'habituent au swing. OK? Donc, de faire la croche toujours pleine valeur et de toujours leur faire prendre conscience que c'est à l'intérieur du triolet. Hein? Et de leur expliquer quand ils font le triolet, ta, 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 puis qu'après ça, ils font ta, 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 que toujours le triolet, il est omniprésent dans leur tête. OK? Comme ça, tranquillement, ils apprennent d'où ça vient à ce moment-là, cette affaire-là. OK? Ça, je parle du jazz. Pour les petites études classiques, j'aime bien utiliser la méthode qui sont les 40 études progressives de Sigmund Hering. OK? Ça va sur des études qui sont relativement simples au début, à des études plus complexes à la fin. Mais c'est une étude que... Ça, c'est
une méthode que vous pouvez utiliser tout le long du secondaire et ça permet aux jeunes de se familiariser justement avec toutes sortes d'études vraiment, qui sont vraiment très intéressantes. Ça, je l'utilise aussi régulièrement. Donc, vous pouvez, pour le premier secondaire, aller dans les premières études et tranquillement les familiariser avec ça. Et ça peut servir aussi d'évaluation, éventuellement aussi pour vos évaluations plus normalisées là, à vos écoles respectives. OK? Donc, grosso modo, c'est ça pour la première année au secondaire. OK? J'espère que mes explications auront été claires et précises. Et puis, on va se revoir au secondaire 2. Pour la deuxième année, bien évidemment, vous allez vous apercevoir, vous le savez, hein, pour ceux qui ont beaucoup d'expérience, évidemment, les jeunes ne vont pas se développer tous au même rythme. Hein? Il y en a qui se développent un peu plus lentement que d'autres et vice-versa. Ça sera toujours important d'essayer de nourrir le jeune qui avance un petit peu plus vite pour qu'il puisse continuer à s'avancer. OK? Pour ce qui est de la technique comme telle, encore une fois, à partir du secondaire 2, évidemment, vous commencez à vous élaborer plus des croches, des doubles croches et tout ça. Donc, au niveau rythmique, continuez le travail à ce niveau-là. Ce que je pourrais tranquillement vous apporter, puis moi, à ce que je crois beaucoup, vous savez, quand je vous ai parlé des 7 éléments de base en secondaire 1, évidemment, ils sont toujours importants en secondaire 2, mais je vous parlais du niveau de langue, OK, qui change les hauteurs de notes. Ça m'amène à parler de ce qu'on appelle la flexibilité, OK? C'est une chose qu'on ne développe pas beaucoup nécessairement au secondaire, parce que c'est un travail qui n'est pas toujours facile, mais moi, j'y crois beaucoup parce que non seulement la flexibilité, vous êtes condamné à justement utiliser le niveau de langue pour changer les hauteurs de notes, mais aussi la flexibilité force l'étudiant à vraiment se servir de son souffle pour pouvoir atteindre les notes et tout ça. Dans la méthode que je vous expliquais aussi au début pour les gammes, cette méthode-là aussi, au tout début, il montre des exercices que j'appelle de flexibilité pour initier le jeune tranquillement à ça. OK? Et quand on parle de flexibilité, à la trompette, tout comme au trombone aussi, à la trompette, on va parler des 7 positions des harmoniques de la trompette. OK? Si on part, par exemple, du Do, hein, la première position, c'est Do. Puis là, par chromatisme, Si, Si bémol, La bémol, Sol, mais Sol avec le doigté facultatif, 1-3, et Fa dièse, qui est un autre doigté facultatif, qui est 1-2-3. OK? Je vais vous faire un exercice de flexibilité avec ces 7 positions-là. Donc, comme vous voyez, c'est quoi la flexibilité? C'est finalement de changer les notes, de changer des hauteurs de notes, simplement par la force du souffle et le changement du niveau de langue, en restant sur le même doigté. OK? Puis, évidemment, la flexibilité, ça nous donne une dextérité au niveau de la trompette. Vous allez voir, chez les jeunes, quand on fait ce genre d'exercice-là, c'est pas toujours évident. Et c'est là que ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il ressente justement que quand il va pousser la note supérieure, il faut vraiment qu'il fasse, non seulement quand il souffle, qu'il doit faire les syllabes I, A
comme je vous expliquais par rapport au niveau de langue. Et vous avez remarqué, quand il fait I pour aller chercher la note supérieure, je force le son pour qu'il aille la chercher la note. OK? Vous entendez une espèce de clic qui est en fait... C'est ma langue qui fait ce mouvement-là de I. Donc, c'est le clic de la langue qui fait que je vais chercher la note. OK? Donc, ça sera important de, justement, dans le fond, d'accentuer, de forcer le jeune à accentuer la note supérieure tout le temps. OK? Donc, tranquillement, de l'habituer à faire ce genre de... Entre le sol et le do, je trouve que c'est vraiment c'est le bon début pour commencer. Entre le sol et le do, et entre le sol et le do grave. Et ainsi de suite sur les 7 positions. Vous avez remarqué encore une fois comment je pousse très fermement vers l'avant en faisant I avec ma langue pour aller chercher la note supérieure. Puis de faire très A dans les sons graves. Vous allez voir, dans les sons graves, le jeune, il a un petit peu plus de misère, mais de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils n'arrêtent jamais de souffler. OK? C'est pas parce que tu redescends que tu arrêtes de souffler. Il faut vraiment, même en descendant, de constamment souffler, de pousser à travers l'instrument tout le temps. Hein, on ne le dira jamais assez. L'être humain est un personnage foncièrement paresseux. OK? Puis quand il vient le temps de jouer la trompette, il l'est encore plus. Fait qu'il faut les forcer tout le temps à aller, souffle, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? Ce qui va faire qu'à un moment donné, il va en chercher une habitude. OK? Ça, c'est très important. Donc, je pense que dans tous les exercices, soit d'articulation, les exercices de doigté aussi, tranquillement aussi les familiariser, encore une fois, avec le chromatisme. Tranquillement, le registre va s'élargir aussi. Dans les gammes aussi, hein, je vous parlais de la gamme, mettons de la gamme de Do. De faire la gamme avec les notes conjointes et l'arpège à la fin. Et vous pouvez tranquillement les familiariser aussi à faire les gammes en tierces. OK? Fait que tranquillement les familiariser avec ça. Je vous dirais que les gammes, tranquillement, vous commencez à aller un peu plus élaborées. On a appris 3 gammes au premier secondaire. Ce qui serait important, qu'ils apprennent maintenant les gammes à 2 et 3 bémol et les gammes à 2 et 3 dièse. Donc, ça veut dire qu'on rajoute à ce moment-là 4 gammes supplémentaires avec les 3 premières qu'on a apprises au secondaire, sont rendues à 7 gammes. OK? Fait que tranquillement, les habituer à justement apprendre toutes ces gammes-là. OK? L'autre affaire aussi, tranquillement les habituer à apprendre aussi, secondaire 2, tranquillement les familiariser avec les gammes mineures. OK? Les gammes mineures qu'on appelle antiques. Si je prends la gamme de Do mineur antique, donc la relative mineure de Mi bémol majeur, bien, quand on parle de gamme mineure antique, c'est simplement partir du Do en faisant les altérations de la gamme de Mi bémol. Pour ce qui s'habitue à la couleur de cette gamme-là. Et aussi tranquillement les familiariser avec la gamme mineure, mais harmonique. À ce moment-là, on rajoute le 7e degré, qui est majeur.
OK? Dans le programme, je vous ai mis les 4 premières gammes mineures, sol, do, si, fa, si et fa dièse. Mais si c'est juste une ou deux, c'est bien correct aussi. OK? Si vous voyez que le jeune a envie d'en savoir plus, à ce moment-là, on le nourrit davantage. OK? Mais vous pouvez commencer tranquillement à faire ça. OK? Évidemment, dans les rythmes de jazz, vous continuez dans l'étude de James Ray, les exercices de James Ray, tranquillement de continuer à travailler les différents types d'articulation. Je sais qu'il y a certains exercices, on demande, mettons, on prend 4 croches consécutives et on accentue la dernière croche. OK? Puis quand vous voyez, quand j'accentue, c'est pas juste avec la langue. J'accentue avec la langue et avec la force du souffle aussi. Hein? Ta, ta, da, da, da. Donc, avec la force du souffle. Vous allez voir, il y a plusieurs exercices dans la méthode de James Ray qui sont intéressantes pour les jeunes. OK? Ensuite, d'autres articulations. Ça en est un. Après ça, apprendre à articuler sur le contretemps en jazz. Hein? Comme vous savez, contretemps en jazz n'est pas pareil que le contretemps en classique, parce que le contretemps en jazz, c'est la dernière croche du triolet. Fait que si je mets le métronome, on l'entend-tu, le métronome? Oui. Fait que si je mets le métronome, puis je vais faire l'exercice. 1, 2, 3. Fait que vous pouvez le faire tranquillement, mais évidemment, c'est toujours bon d'essayer de le faire sur plusieurs différentes vitesses. Là, ici, je suis à 100 à la noire. 1, 2, 3. OK? Donc, vous voyez, ça, c'est différentes articulations, je veux dire. Je sais que dans les premières aussi, il y a cela. Fait que ça, c'est une autre façon de ta, pi, d'accentuer les notes aussi. Puis comme vous voyez, c'est toujours accentué et avec l'air et avec la langue. OK? Donc, différentes sortes de rythmes que vous pouvez travailler avec les jeunes. Évidemment, vous allez voir aussi dans la méthode qu'il y a un peu plus loin dans la méthode, il y a toutes sortes de petites études sur les articulations jazz. Il y en a, je pense, une 50aine. Fait que les jeunes peuvent expérimenter ça, d'en faire quelques-uns. Ça peut être que pour l'examen, d'en monter deux études au choix quand va venir le temps des évaluations, d'en prendre 2 parmi ces études-là, puis des monter pour l'évaluation. Et aussi pour l'étude classique, toujours dans les études de Hearing, évidemment, d'aller chercher une étude classique là-dedans. OK? Vous allez me dire, c'est sûr que le classique, hein, on n'échappe pas à ça. Il faut toujours aussi, au niveau technique, c'est des bonnes méthodes pour apprendre à bien jouer la trompette et tout ça. OK? Donc, grosso modo, y a-t-il d'autres choses pour la deuxième année? Donc, deuxième année, donc, c'est dans la continuité
tranquillement aussi commencer à lui apprendre des différentes cellules rythmiques que vous allez trouver dans la méthode progressive de James Ray et continuer la technique de la trompette et tout ça. Évidemment, toujours rappeler le jeune qu'il faut qu'il soit détendu au niveau de la colonne d'air quand on vient le temps de bien souffler la trompette. Peut-être un élément aussi que j'ai peut-être pas mentionné aussi, quand on va dans les sons aigus, je sais que souvent le jeune va commencer à se braquer puis vouloir serrer la gorge quand il joue. OK? C'est évidemment quelque chose qu'il faut éviter de faire absolument. Quand on coupe, quand on serre la gorge ici, qu'est-ce que ça fait? Ça serre le son ici, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui sort. OK? Donc, de le faire prendre conscience qu'il faut vraiment qu'il dégage la colonne d'air ici. Une façon de peut-être leur faire ressentir ça, c'est que je prends comme exemple, j'approche ma trompette à quelques pouces, quelques centimètres, je devrais dire, de ma bouche, mais sans avoir de contact. Et là, c'est simplement mettons, on prend la note Mi. OK, pour qu'il se le mette dans l'oreille, vous pouvez lui faire chanter aussi. Et quand on fait Mi, ça fait Ti. Donc, de leur faire ressentir qu'ils doivent faire Ti avec la langue, d'entendre la note dans sa tête et d'essayer de la souffler à proximité de l'embouchure. Ça donne ça. Et là, vous voyez qu'est-ce que je fais? J'y vais avec fermeté. Et là, c'est important de dire aux jeunes, vous voyez, quand tu fais ça, est-ce que tu serres la gorge quand tu fais ça? Et la plupart du temps, il va dire, ben non. Ben, pourquoi tu serres la gorge quand tu joues? OK? Et donc, de le faire expérimenter quelques fois, aller, puis leur dire, oh, pas assez, allez, souffle plus que ça. Puis là, évidemment, il va faire, puis ah oui, allez, plus. Puis après ça, vous dites, OK, maintenant, vous me faites le Mi. En étant tout le temps détendu comme ça. Vous allez voir, tout soudainement, en principe, puis à 90-95% du temps, le jeune, il va souffler tout naturellement, puis la note risque de sortir quand même assez fort, puis même lui-même va être surpris du résultat. OK? Donc, je trouve que c'est un bon truc pour faire ressentir le fait que tu n'as pas besoin de serrer la gorge comme ça quand tu vas dans l'aigu, parce qu'en serrant la gorge ici, tu coupes l'air, donc forcément, au bout, il y a moins d'air qui sort. OK? Donc, c'est un truc à présenter aux étudiants. Merci. Pour la suite, troisième année, évidemment, on continue encore au niveau de la technique de la trompette. Peut-être c'est déjà entrepris en secondaire 1, secondaire 2, mais je prends 2 petites minutes pour vous expliquer d'abord, au niveau des articulations, le double coup de langue et le triple coup de langue. OK? Donc, pour le double coup de langue, quand on fait takata, le K, c'est comme quand on prononce la syllabe K, ta, ka, 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 ka. Donc, c'est la façon que le jeune doit articuler ensemble la syllabe K, comme il le prononce quand il parle. OK? Et après ça, ben, l'idée là-dedans du K, c'est qu'il soit très proche du T. Là, je vais faire juste du K. Donc, il faut bien prononcer, comme vous voyez. Puis, encore une fois, on ne le dira jamais assez, c'est avec la force du souffle que le jeune apprend à articuler. Et après ça, on met ça ensemble. De mettre le simple avec le ta, avec le ka. Ta, ka, ta, pour que ça sonne le plus proche possible. Pour le triple coup de langue, si des fois il y a des pièces qui le demandent, on ne le sait jamais, bien, j'aime bien utiliser celui-là qui fait ta, ta, ka, ta. OK? Donc, avec le triolet, les 2 premières notes, c'est le T, et la dernière, c'est le K. Puis toujours bien spécifier aux jeunes de bien souffler l'air, ça facilite l'articulation. OK? Donc, je dirais peut-être, là, vous continuez à travailler le registre aussi. Quand vous allez le registre,
Évidemment, plus vous allez dans les sons aigus, plus votre musculature du visage, il ne faut surtout pas l'étirer vers en arrière. Il faut au contraire, la musculature du visage doit faire comme quasiment comme un... il faut sentir comme, mettons, votre embouchure, c'est un rond, puis qu'il y a des flèches qui vous poussent toutes vers le milieu, puis qu'à faire très I avec la langue, OK? Qui donne, si je vais aller chercher vers le sol, et à ce moment-là, mettre beaucoup d'énergie, puis faire I avec la langue, OK? Mais surtout, un peu comme si vous souffliez très durement sur une chandelle. Vous concentrez votre air. C'est la façon d'aller chercher les notes aiguës, pas autrement. Si vous étirez, encore une fois, vous allez perdre votre vibration. À ce moment-là, les notes ne sortent plus. OK? Mais surtout pas serrer la gorge non plus. Mon truc, pour les notes, habituellement, c'est assez efficace. OK? Vous continuez les gammes. Je pense qu'à partir de la 3e année, ce serait bon qu'ils apprennent toutes les gammes majeures. OK? Et là, on s'en va dans les gammes La bémol, Ré bémol, Fa dièse, Si et Mi, qui ne sont pas des gammes faciles, mais de leur montrer visuellement comment ça fonctionne. OK? Pour les gammes mineures aussi, on essaie de s'avancer tranquillement. Les mineurs antiques et les mineurs harmoniques. OK? Et finalement, tranquillement, hein, on parle du jazz, mais pour commencer à improviser, il n'y a rien de mieux qu'en apprendre la gamme de blues, OK? Encore une fois, dans la méthode de James Ray, qui serait très bien que vous puissiez vous la procurer. Et en plus, elle est toute petite, elle ne vaut pas très cher. Je pense que c'est même pas 20 $. De tranquillement l'habituer avec la gamme de blues. OK? Vous allez voir dans les méthodes les degrés de la gamme de blues. OK? Donc, tranquillement, l'introduire à la gamme de blues. OK? J'ai une autre méthode aussi que j'utilise. Ça, c'est la méthode, c'est ce qu'on appelle les play-along. OK? C'est-à-dire que c'est des enregistrements que vous pouvez utiliser. C'est une section rythmique qui joue et le jeune peut, avec la section rythmique, être accompagné par la section rythmique. Et c'est Jamie Ebersole qui fait ces méthodes-là. Vous allez voir, là, Jamie Ebersole, c'est une sommité pour les play-along à travers le monde. Ça fait 30 ans qu'il développe ça. C'est un joueur de saxophone. Et le volume 54, qui s'appelle Maiden Voyage, a à l'intérieur des exercices pour développer, entre autres, le si bémol blues ou pour nous autres, le blues en do. Et je trouve que c'est, tranquillement, il peut se familiariser à la construction d'une gamme de blues à partir de cette méthode-là. C'est vraiment très bon et très efficace. OK? Évidemment, pour la technique de jazz, on continue tranquillement à développer ça. Une autre méthode aussi que vous pourriez vous procurer, ça aussi, c'est comme des play-along. Et là, ça s'appelle Easy Jazz. C'est les Jazz Conception de Jim Snidero. OK? C'est tous des beaux petits solos de jazz. OK? Vous avez aussi un CD qui accompagne. Donc, vous avez deux versions. Vous avez la version avec le trompettiste professionnel. Donc, le jeune, il peut écouter comment est-ce que le trompettiste interprète. Puis après ça, il peut essayer d'imiter juste en faisant pareil et avec la section rythmique qui l'accompagne. Fait qu'il y a plein de petits solos qui sont vraiment très, très intéressants. Ils ne sont pas trop durs et tranquillement, ils s'habituent aussi à entendre aussi de la manière qu'on joue. OK? Donc, tranquillement, vous pouvez le familiariser avec ça. Ça aussi, là, c'est très facile à se procurer, là. Il n'y a vraiment pas de problème à ce moment-là. Puis il y en a pour tous les instruments aussi en plus. Et finalement, bien, tranquillement, justement avec ce livre-là, tranquillement le familiariser, ce qu'on appelle avec les standards de jazz.
OK? Et ce qui est bien de celui-là, c'est qu'il y a des standards de jazz qui peuvent très bien commencer à utiliser, comme vous avez ici Autumn Leaves, Feuilles d'automne, et Summertime, par exemple, qui sont des mélodies quand même très simples. Et tranquillement, il peut se familiariser avec le standard de jazz. Fait qu'il pourrait commencer avec ça. OK? Et évidemment, encore une fois, on ne lâche pas le côté classique en lui faisant travailler des études à partir de les 40 études progressives de Sigmund Henry. OK? Pour le secondaire 4, OK? Fait qu'on continue encore une fois la technique. Hein? Je ne vous le dirai jamais assez. La technique, j'utilise de plus en... Hein? Je vous ai montré la méthode Rubanks, mais là, ça commence à être pas mal... si on va aller dans le plus avancé, vous pouvez aller dans la méthode Arban, par exemple, qui est la Bible, à ce moment-là, pour la trompette. OK? Vous pouvez aussi... Il y a une autre méthode pour la trompette qui est Harold Mitchell. OK? Et vous pouvez toujours aussi aller dans cette méthode-là ou toute autre méthode qu'on peut développer la technique d'avantage de la trompette. OK? Faire des exercices de flexibilité, entre autres, à l'intérieur ici. OK? Puis je marque que notez bien, revenir à la base, les 7 éléments de base de la trompette. On répète jamais assez, hein? Comment c'est important de se rappeler ce genre de choses-là. Pour les gammes, évidemment, on continue à faire les gammes majeures et mineures, mais tranquillement, là, au lieu de les faire très, très basic, très ordinaires, on peut commencer à les soigner. OK, ça peut être ça. Puis en tierce. OK? Et tranquillement aussi, on commence à... Tout ce qu'on fait comme gamme et tout ça, on essaie de tout y aller avec la méthode un peu swing. OK? Vous allez voir aussi dans la méthode, commencer à les familiariser avec les gammes pentatoniques mineures et les pentatoniques majeures. OK? Quand on parle de pentatonique majeure, c'est les degrés 1, 2, 3, 5, 6. Qui sont très proches de la gamme blues que vous avez commencé à familiariser aussi. L'autre affaire, la gamme pentatonique mineure aussi. OK? Qui est comme presque la gamme blues, excepté que la gamme blues, on utilise la blue note, qui est le bémol 5. OK? Fait que c'est très, très proche aussi. Tranquillement aussi, les introduire au niveau, parce qu'ils vont devoir, quand il vient le temps de l'improvisation, vous savez, quand on lit des pièces de jazz, on lit aussi, il y a les accords au-dessus. Fait que tranquillement, les familiariser avec les accords. J'aime bien, vous pouvez aller sur Internet, M. Jimmy Ebersole que je vous parlais, et qui parle du Handbook of Jazz. Il y a même plusieurs traductions dans plusieurs langues et ils l'ont en français. Puis vous pouvez le télécharger gratuitement. Et à l'intérieur de ça, vous avez le Handbook, c'est vraiment comme le livre de poche pour apprendre à improviser. Et à l'intérieur de ça, le jeune peut tranquillement se familiariser justement avec dans le handbook de jazz de Jimmy Ebersole, il y a un endroit où il parle des gammes et aussi tranquillement les familiariser avec les accords. OK? Les 1-3 puis les 1-3-5-7. Quel signe à ce moment-là
qu'il doit comment interpréter les signes pour justement qu'on voit au-dessus, là, les degrés et tout ça. Fait que tranquillement, ils peuvent se familiariser avec ça. C'est vraiment ça, c'est très complet, c'est très synthétisé et ça, tranquillement, le jeune se familiarise avec ça. Fait que c'est une feuille, là, vous l'avez à l'intérieur du handbook et c'est très, très intéressant dans ce sens-là. OK? Évidemment, il faut continuer à travailler la méthode de James Ray et aussi, évidemment, continuer les petites études dans le Easy Jazz Conception, qui est vraiment excellent. Et voilà. OK? Puis tranquillement aussi, dans ce livre-là, il y a d'autres pièces du répertoire du standard du jazz que vous pouvez utiliser ou du moins faire jouer aux jeunes, puis d'essayer de les faire improviser tranquillement à partir de ces standards-là. OK? Maintenant, pour le secondaire 5, OK, on a appris les gammes blues, on a appris les gammes majeures, on a appris les gammes mineures. OK? Là, tranquillement, il faut qu'à travers les gammes, chaque degré d'une gamme, on a ce qu'on appelle des modes. OK? Ceux qui sont importants à apprendre, le mode du deuxième degré, qui est le dorien, et le mode du 5e degré, qui est le mixolydien. OK? Ça va être important de tranquillement les familiariser avec ces deux modes-là et de faire les gammes. Si on parle du dorien, 2e degré de la gamme Do, de les familiariser avec les couleurs. Si, mettons, je fais la gamme de Do. Mais là, familiariser avec le mode dorien qui est à partir du 2e degré de la gamme de Do. Vous voyez, la gamme dorien, c'est très, très proche d'une gamme mineure. OK? Donc, de tranquillement familiariser avec ça. Vous allez voir qu'à un moment donné, ces gammes-là sont très importantes. Et la gamme mixolydienne, qui est la gamme qui est en fait le mode du 5e degré, et le 5e degré qui est la dominante dans une gamme majeure, donc qui est très, très importante, bien, tranquillement de le familiariser aussi avec ces gammes-là. OK? Mettons, si je pars de la gamme, toujours de la gamme de Do, mais là, je fais le mode mixolydien à partir du 5e degré. Comme vous voyez, c'est une autre couleur qui est complètement différente. Et tranquillement aussi, on appelle le mixolydien passing tone, OK? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on prend la gamme de le mode mixolydien, et là, on va ajouter la 7e majeure ou une note de passage, c'est pour ça qu'on l'appelle la mixolydien passing tone, note de passage, entre le 7e degré de cette gamme, de ce mode-là, et le dernier degré en haut. Vous allez voir. Ça nous permet à ce moment-là d'avoir les notes qui arrivent sur les temps forts de la gamme. OK? Parce que sans ça, si on fait... on n'arrive pas nécessairement sur les notes, sur les temps forts. En rajoutant ce petit demi-ton-là, ça nous permet de vraiment finir sur les temps forts. Donc, tranquillement le familiariser avec ce genre de gamme-là du 5e degré. OK? Parce que vous allez voir que dans le jazz, le 2e et le 5e degré apparaît très, très couramment dans les standards. OK? Et c'est à partir de ça qu'on développe le langage musical. OK? Ensuite,
Ben c'est ça. Finalement, après ça, c'est de continuer à travailler le phrasé, l'articulation jazz à travers des études, les pièces, les solos. Évidemment, c'est toujours le fun, des fois, de travailler. Ça, ça peut être tout le long du secondaire. Si vous avez des petites méthodes, comme j'en ai une ici qui est par l'éditeur Al Leonard, qui sont des duos de jazz, OK, de jouer en section ou en trio ou à 4 trompettes, OK, pour développer aussi comment s'écouter à l'intérieur de la section et tout ça. Donc, c'est toujours bon de... Puis aussi, ça développe aussi la lecture à vue. Hein? Très important, la lecture à vue. OK? Oui, puis tranquillement, continuer à développer aussi, d'aller voir d'autres feuilles de standards de jazz. Il y a d'autres livres de M. Jamie Ebersole que vous pouvez expérimenter et tout ça. Toujours aussi Easy Jazz. OK? Puis ce qui est le fun aussi avec Easy Jazz, vous avez toujours la section rythmique tout seul qui joue. Puis le jeune, à l'intérieur du Easy Jazz, il y a aussi les accords. Et le jeune peut aussi se familiariser avec la progression d'accords des pièces qu'il joue. OK? Donc, ben, grosso modo, c'est ça. Évidemment, si vous avez des questions, je présume qu'il va y avoir comme une espèce de courrier interne pour toutes sortes de questions. Puis ça nous fera toujours plaisir, ça me fera toujours plaisir de répondre à vos questions. Alors, ben, bonne continuation et bonne chance.